Que nous avons alors l'enregistrement est en cours, oui, vous dire que nous avons la chance d'accueillir, pour la première communication, Marie-France Carnu et Dominique Alvarez, qui viennent, nous parler de l'apprentissage en contexte de confinement, continuité ou rupture pédagogique et qui vont nous présenter le projet EdiCovid. Je les remercie donc d'avoir accepté d'être, enregistrés lors de cette, communication et je vous donne la parole. Merci, merci. Je vais donc commencer cette présentation. Donc, je suis Marie-France Carnus et mon collègue Dominique Alvarez. Eh bien, nous allons faire une présentation à deux fois. Voilà, nous représentons notre équipe et dire que c'est aujourd'hui une première de la présentation de notre projet RAID Covid dont nous allons vous présenter les grandes lignes. Donc, ce projet s'intitule Pratique d'enseignement-apprentissage en contexte de confinement. Donc, on va passer à la deuxième diapo. Continuité ou rupture pédagogique. Voilà. Donc, l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche en France qui a lancé à la fin du mois de mars, donc au tout début du confinement, un nouvel appel à projet donc intitulé Recherche-action sur Covid-19. Ce projet a été ouvert en continu jusqu'au 28 octobre et donc visait à soutenir rapidement les communautés scientifiques mobilisées dans un contexte d'urgence. Donc, dans l'urgence aussi, nous avons décidé, donc le groupe de 8, dont vous avez vu les noms sur la première diapositive, de présenter, de faire une réponse à cet appel d'offres qui va s'inscrire dans deux des grands axes thématique de l'appel, éthique et dynamique sociale et enjeux globaux de l'épidémie Covid-19. Donc, on va changer la diapo. Alors, à l'interface, ce projet RA, c'est Recherche-Action, donc se situe effectivement à l'interface de la recherche et de l'intervention. Et donc, l'enjeu sera d'analyser la variabilité et la singularité des pratiques d'enseignement-apprentissage engendrées de la maternelle à l'université par les conséquences sanitaires de la situation, les conséquences de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Donc, ce projet est irrigué et structuré par des apports théorico-méthodologiques de la recherche en sciences humaines et sociales, et notamment en didactique clinique. C'est notre équipe de didactique clinique, dont je vais vous donner les grandes lignes. Nous allons vous donner les grandes lignes dans les diapositives qui suivent. On passe à la diapo suivante. Donc, cette recherche-action se déroule en 3 volets, avec des visées heuristiques à la fois et praxéologiques. Il s'agit dans un premier temps de décrire, en faisant un état des lieux des pratiques adaptatives des enseignants de la maternelle à l'université, donc qui ont répondu présent en réponse à l'impératif d'une continuité pédagogique. Et donc, ceci à travers une enquête de grande envergure à l'échelle internationale qui a mobilisé 11 pays et 11 chercheurs de 11 pays francophones. Dans un second temps, de comprendre qu'est-ce qui se joue chez les sujets d'institution de la maternelle à l'université, en essayant de comprendre en quoi leur rapport au numérique et leur rapport au savoir est de nature à freiner ou à dynamiser l'adaptation de leurs pratiques d'enseignement dans ce contexte, et quels sont à terme les effets en termes d'apprentissage de cette adaptation. Et puis, le troisième volet sera de transformer en proposant des pistes concrètes et directement exploitables pour optimiser les pratiques, donc par l'extraction et l'utilisation de leviers stratégiques permettant de transformer les pratiques pour concevoir et mettre en œuvre des ingénieries. Alors, c'est un nouveau concept que nous essayons de développer, des ingénieries hybrides, didactiques, cliniques et coopératives, dont je vous reparlerai à la fin de cette présentation. Donc, vous l'aurez compris, on passe à la diapo suivante. Le projet a 3 volets, se déploie en 3 volets. Une enquête à grande échelle qui, ça y est passée, donc qui va vous être présentée et donc sur laquelle plus de 2000 répondants ont pris le soin de répondre. Le deuxième volet
est construit autour de récits de pratiques de professionnels de la maternelle à l'université. Nous avons récolté à ce jour une centaine de récits de pratiques et le troisième volet renvoie à la conception, l'implémentation, la mise en œuvre et l'évaluation de ces fameuses ingénieries hybrides coopératives. Et nous avons, vous allez voir, prévu plus de 300 ingénieries, donc c'est un projet d'envergure. Et je pense que là, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous présenter les 2 premiers volets de la recherche et ensuite je passerai à la présentation du troisième. Merci Marie-France. Je vais effectivement vous présenter dans un premier temps le premier volet, donc concernant l'enquête qui a été ouverte en ligne entre le 29 juin et le 9 octobre de cette année, effectivement à destination d'un certain nombre de pays francophones, 11 pays. Il y a effectivement plus de 2100 professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui ont complété ce questionnaire. On y retrouve une répartition entre 1/3 d'enseignants hommes et 2/3 d'enseignants femmes. Alors, la répartition concernant le primaire, le secondaire et le supérieur de ces enseignants est comme vous le voyez ici sur le graphique, avec petite supériorité du secondaire, mais à peine. Vous allez pouvoir aussi voir sur la représentation l'âge des répondants qui forme une pyramide où on retrouve le gros des répondants entre 31 ans et 60 ans avec surtout la tranche des 41 ans, 50 ans qui est représentée. Alors, ce que je peux vous dire concernant l'utilisation dans un premier temps des supports. Les enseignants déclarent avoir surtout utilisé un ordinateur pour assurer la continuité pédagogique durant ce confinement et pour une large majorité, vous le voyez, un ordinateur portable. Alors évidemment, les résultats que je suis en train de vous présenter sont des résultats, des moyennes, des résultats généraux. Il faudrait effectivement, et c'est ce que nous sommes en train de faire, l'affiner par pays. Alors les enseignants déclarent avoir mobilisé majoritairement des outils de messagerie, des outils numériques de formation asynchrone et synchrone, durant la continuité pédagogique du confinement. Donc, vous voyez ici ce schéma qui reprend les différents outils utilisés. Bon, là aussi, il y a quelques nuances au niveau des pays. Nous travaillons plus en détail, et notamment un des spécialistes de notre équipe de didactique clinique qui est en train de travailler plus en profondeur cela au travers de sa thèse qui doit apparaître, là, qui doit être soutenue dans l'année, je crois. Alors, sur cette diapositive, nous avons demandé aux répondants de se situer comme spécialistes ou non spécialistes du numérique à 3 moments différents, avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement. Alors, nous constatons que la continuité pédagogique semble pousser les enseignants à se considérer plus spécialistes du numérique. Est-ce que c'est un sentiment de meilleure maîtrise qui se développe durant ce confinement, ou y a-t-il une réelle montée en compétences? Nous sommes en train là d'analyser avec des données qualitatives, et il semblerait que c'est la montée en compétences qui soit réelle. Ensuite, nous avons demandé aux enseignants si le numérique était pour eux plutôt synonyme de souffrance ou plutôt synonyme de plaisir. Alors, vous pouvez constater ici avec le orange qu'une majorité d'enseignants considèrent le numérique plutôt comme un plaisir. Mais vous pouvez noter que cet attrait pour le numérique a plutôt tendance à s'infléchir un peu pendant le confinement. Et d'ailleurs, parallèlement, ceux qui considèrent le numérique plutôt comme une souffrance semblent effectivement davantage souffrir durant le confinement, ce qui serait logique. Alors, ici, nous vous présentons ces résultats. Les 3/4 des répondants déclarent que le confinement a fait évoluer leurs pratiques, à la fois sur le plan pédagogique et didactique, et presque 2/3
d'entre eux considèrent que cette évolution des pratiques est plutôt positive. Vous le voyez sur le graphique, un tiers des répondants affirment que le numérique facilite les enseignements. À noter qu'un gros tiers de ces répondants sont plutôt incertains, ce qui pour nous a quand même un sens. Plus de la moitié des répondants déclarent ne jamais avoir suivi de formation aux pratiques pédagogiques numériques. Plus de la moitié n'ont pas suivi de formation. Et pourtant, ils sont très nombreux, 80%, à signaler que cette formation serait indispensable. Alors, je vais vous présenter maintenant, si vous voulez, le deuxième volet. Le deuxième volet concerne des récits de pratique. Pour croiser l'enquête à des données qualitatives, nous avons demandé aux volontaires de rédiger un récit de pratique. Alors, qu'est-ce qu'un récit de pratique? Eh bien, nous leur avons demandé de rédiger de 1 à 3 pages pour nous décrire la façon avec laquelle ils ont reçu et ils ont réagi à l'annonce du confinement. Ils pouvaient aussi nous indiquer la manière avec laquelle ils s'étaient adaptés à cette période de continuité pédagogique et nous étions très en demande pour savoir ce qu'ils avaient éprouvé, ce qu'ils avaient ressenti. Évidemment, ce récit de pratique est assez libre, donc ils pouvaient aussi nous donner tous les aspects qu'ils souhaitaient mentionner ou développer. Alors, en guise d'exemple, pour vous présenter, nous avons choisi de vous présenter les éléments du récit de pratique de Norge. Norge, qui est un enseignant de mathématiques dans le supérieur, à l'INSPE, c'est la formation des professeurs en France. Et nous avons analysé ce récit de pratique à travers 3 rapports A, qui sont des concepts clés pour nous en didactique clinique. Alors, c'est le rapport à l'institution scolaire ou ici universitaire pour Norge. Le deuxième rapport, c'est le rapport à l'épreuve. Ce qu'on appelle l'épreuve, c'est la contingence de ce qui se passe, là notamment la continuité pédagogique. Et enfin, le rapport au savoir, qui est ici le rapport au numérique. Alors pour ce faire, nous utilisons ici des schémas, un tableau, et je vous présente dans un premier temps ici l'analyse du rapport à l'institution. Donc, vous pouvez constater que des extraits du récit de pratique de Norge se trouvent dans la deuxième colonne pour essayer de situer le récit sur les 3 axes du rapport à l'institution. Alors, ces 3 axes sont le premier, l'axe de l'assujettissement, c'est-à-dire Norge est-il entre docile ou rebelle. L'axe du confort, c'est le second axe entre danger et sécurité. Et enfin, l'axe de la reconnaissance. Est-ce qu'à partir des extraits du verbatim, Norge se sent-il exclu ou inclus? Par exemple, pour vous situer sur le premier axe, eh bien, il a répondu, pour répondre à une situation exceptionnelle, dit Norge, il est normal de se mettre de manière exceptionnelle au service des étudiants. Et nous avons considéré que ça nous permettait de le situer plutôt sur la partie docile de l'axe. Là, je vous présente l'analyse du rapport à l'épreuve, c'est-à-dire la façon avec laquelle il a vécu la continuité pédagogique, notamment avec le numérique. Alors, les extraits, toujours pareil, du récit de pratique de Norge, nous permettent de le situer sur 3 axes. Ici, l'axe de l'expérience entre étrangeté et familiarité, l'axe de la contingence entre la façon s'il pouvait être inhibé ou plutôt excité, et enfin l'axe des affects entre la souffrance et le plaisir de cette épreuve. Concernant le rapport au savoir, donc ici le numérique, les 3 axes sont l'axe de l'expertise, comment se situe-t-il entre distance et proximité par rapport au numérique, l'axe de la rencontre, c'est-à-dire est-ce que la découverte, c'est plutôt une découverte nouvelle ou ancienne concernant l'utilisation du numérique? Et enfin, l'axe du désir, est-ce qu'il est plutôt, il repousse le numérique ou plutôt il est attiré par le numérique? Alors ensuite, évidemment, nous combinons tous ces axes et tous ces rapports A pour en tirer une formule. La formule du sujet, c'est « j'ai eu des vertiges ». C'est un extrait du récit de pratique de Norge que les chercheurs ont sélectionné comme quelque part une clé d'intelligibilité au regard de la problématique que nous nous posons.
le positionnement schématique sur l'ensemble des axes, laisse apparaître ici que les ressorts didactiques seraient plutôt des freins pour Notch plutôt que des moteurs. Alors évidemment, un projet de publication est actuellement en cours parce que nous avons collecté une centaine de récits de pratique et au travers des analyses des axes que je viens de vous présenter rapidement, nous aimerions classer et diffuser ces récits de pratique qui sont très, très intéressants. Et je redonne la parole à Marie-France. Merci Dominique. Donc, je vais vous présenter le troisième volet qui touche donc aux ingénieries. Ce troisième volet est bien sûr irrigué par les deux premiers, c'est-à-dire que nous tirons des éléments des résultats des deux premiers pour pouvoir bâtir, construire ces ingénieries. Et bien sûr conditionné à la réponse de l'ANR, vu que nous n'avons pas encore la réponse de l'Agence nationale de la recherche que nous devrions avoir la semaine prochaine. Donc, on est vraiment dans une avant-première. Quoi qu'il en soit, si nous n'avons pas les financements que nous demandons, notre décision est quand même de faire quelques ingénieries. Bon, nous n'en ferons pas 380, mais nous en ferons une dizaine ou une quinzaine en fonction de nos ressources propres, parce que finalement, on se prend au jeu et on a envie de continuer. Alors, ce troisième volet va consister à concevoir, implémenter, mettre en œuvre et évaluer des ingénieries hybrides didactiques cliniques coopératives. Alors, sous le sigle de IHD2C, de la maternelle à l'université et donc sur le modèle de la recherche-action. La dimension technologique de ce troisième volet nous conduit forcément à convoquer un certain nombre de travaux. D'une part, les apports et les réflexions relatives à la genèse instrumentale. Je vous laisse lire les auteurs convoqués, c'est loin d'être exhaustif, sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, mais également des travaux sur les ingénieries didactiques coopératives, et notamment irriguées par la didactique des mathématiques. Donc, ce troisième volet est nourri par cet ensemble de travaux et va nous conduire à un nouveau concept en matière d'ingénierie. Donc, vu la contrainte temporelle, je vais aller à l'essentiel. Si tu veux bien changer de diapositive, Dominique. Voilà. Alors, la principale variable de commande de ces ingénieries sera le taux d'hybridation. Autrement dit, le taux d'hybridation qui sera calculé en fonction de la nature de la formation, synchrone, asynchrone, c'est-à-dire qu'un parcours de formation se calcule au regard de la somme du temps synchrone et du temps asynchrone. Autrement dit, ce qu'on a coutume d'appeler le travail personnel, mais le temps asynchrone sous la responsabilité d'un enseignant ou d'un formateur, sachant qu'ensuite, il y a également du temps asynchrone qui est laissé à la libre charge de l'apprenant. Et puis sur l'alternance présentielle-distancielle en fonction donc des moyens et d'un certain nombre de contraintes. Ce taux d'hybridation, nous avons 3 éléments qui vont nous permettre de le calculer et de le fixer. Le premier, c'est la singularité du sujet, et ça, c'est notre entrée théorique didactique clinique. Nous mettons au cœur de notre recherche ce que nous appelons en didactique clinique le déjà-là du sujet, et notamment son rapport au numérique. Autrement dit, l'enseignant qui va collaborer avec nous, nous allons prendre en compte son rapport au numérique pour pouvoir ensuite travailler avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre approche didactique clinique. Le deuxième élément qu'il va falloir intégrer renvoie à la particularité des contextes, ça paraît évident, notamment la spécificité des publics. On ne propose pas le même taux d'hybridation en maternelle qu'à l'université, donc on va faire quelque chose qui va varier de 0 à 100% progressivement par rapport, au public apprenant, mais également par rapport aux ressources et aux contraintes des différents contextes.
il y a des endroits où il y a du matériel, il y a des endroits où il y a des formations, il y a des endroits où il y a des réseaux, il y a des endroits, etc. etc. Donc, les ressources et les contraintes sont à prendre au cas par cas. Et puis, le troisième volet, qui est spécifique également à notre équipe, c'est les spécificités disciplinaires. Et là, c'est certainement une originalité de la recherche, dans la mesure où nous posons le postulat qu'en fonction des disciplines concernées, alors si je prends les disciplines scolaires, mettons les mathématiques, le français, l'éducation physique, eh bien, chaque discipline ne va pas se plier de la même façon à l'hybridation. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, je suis issue du champ des STAPS, autrement dit des activités physiques et sportives. La question du distanciel, notamment de l'hybridation en éducation physique, ne va pas se poser de la même façon. Elle est moins évidente peut-être à poser que dans une autre discipline, par exemple comme les mathématiques ou le français. Alors, à quoi ressemble une ingénierie hybride? La voilà. Donc, au centre d'une équipe d'ingénierie hybride, didactique clinique coopérative. Au centre se trouve le collaborateur de terrain, donc qui est quelqu'un qui a proposé, soit dans l'enquête, soit dans le récit de pratique, de collaborer avec nous. Et il va être entouré par un certain nombre de personnes, donc un chercheur de l'équipe ou assimilé, c'est-à-dire qui connaît les méthodologies de notre orientation, un spécialiste de la discipline, vu qu'on rentre dans l'ingénierie par une discipline donnée, un spécialiste des TIS, un représentant de l'académie ou du rectorat, qui aura également un point de vue à donner, un représentant de l'établissement qui pourra donner des éléments sur les ressources et les contraintes locales, d'autres chercheurs, parce que quand on a fait la proposition de faire cette recherche, nous avons lancé une demande auprès de collègues chercheurs et nous avons reçu 180 réponses de collègues qui sont intéressés, alors qui ne sont pas didacticiens cliniciens, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs en sciences de l'éducation. On a des psychologues, on a des sociologues, on a des chercheurs de toutes les disciplines, mais qui sont intéressés par notre travail et qui souhaitent collaborer avec nous. Et donc, soit aller chercher sur leurs propres objets, soit en termes de travail d'observation pour se constituer des corpus. Et puis, vu que nous travaillons au service des usagers, évidemment, il y aura un représentant des usagers, alors pour un parent d'élève pour les petits, hein, et puis un étudiant ou un lycéen pour les classes plus grandes. Donc voilà l'équipe d'ingénierie, si tu veux bien changer, donc qui va travailler de concert autour de cette construction d'ingénierie. Donc je vais m'en tenir là parce que le temps qui nous est accordé, mais je vois qu'il reste 2 minutes. Donc je vous présente quelques éléments de bibliographie qui servent à notre réflexion. C'est loin d'être exhaustif. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir à des ingénieries prototypiques dont nous en avons monté pas loin d'une dizaine, pour mettre à l'épreuve la plupart de nos outils collaboratifs. Et notre projet est donc de travailler à la conception de ces ingénieries d'ici la fin de l'année, si nous avons les financements, et de les mettre à l'épreuve en début d'année 2021 pour ensuite produire des premiers résultats d'ici le mois de mai. Et donc de pouvoir ensuite publier sur cette recherche. Alors, je vois qu'il y a une question là, un exemple de dispositif hybride. Mais peut-être que nous répondrons aux questions peut-être par la suite.